Bien le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier journal. Le Fonds mondial mobilise à 14,25 milliards de dollars, soit plus de 7 000 milliards de francs CFA pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Plus de 45 pays et organisations se sont réunis à New York le 21 septembre dernier pour la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le ministre de la Santé était à cette rencontre, Pierre Demba, qui justement a animé une conférence de presse hier avec son homologue de l'emploi et de la protection sociale, conférence relative à la CMU, couverture maladie universelle, et au décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement. Ce décret prendra effet dans 6 mois, selon le ministre Pierre Demba, vous allez l'entendre. Et puis sur nos routes, les causes des accidents sont multiples. Dans cette édition, nous avons touché du doigt un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit des phares automobiles. Certains sont plus éclatants que d'autres. Est-ce la norme ? Comment les utilise-t-on ? Quels sont les dégâts causés par ces lumières qui, parfois, font le yo-yo ? Élément de réponse dans quelques instants. Mais tout d'abord, en bref et en image, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 1er octobre pour un séjour en France au pavillon présidentiel pour l'accompagner, comme vous le voyez, le vice-président de la République, Timoko Médié Koné, le premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Je le dis à l'instant, 18 milliards de dollars attendus pour venir à bout du sida, de la tuberculose et du paludisme sur la période 2024-2026. C'est à l'occasion des travaux de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Demba, prépare à la rencontre qui a permis de mobiliser 14,25 milliards de dollars, soit un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA. On voit cela avec Mama Traoré. Lutter pour ceux qui comptent. Tel était le thème de cette 7e reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a réuni à New York 45 pays. 18 chefs d'État et de gouvernement ont pris part aux travaux dont l'objectif majeur était de mobiliser 18 milliards de dollars, soit plus de 12 000 milliards de francs CFA, montant qui devrait permettre de sauver 20 millions de vies et d'épargner 450 millions de nouvelles infections du sida, de la tuberculose et du paludisme sur la période 2024-2026. Représentant le président Alassane Ouattara à ses assises, le ministre de la Santé Pierre Demba a fait l'état des actions réalisées en Côte d'Ivoire grâce aux investissements du Fonds mondial. Dans le cadre du VIH-Sida, la prévalence de la population a été réduite, passant de 4,7% en 2005 à 1,9% en 2021. Les nouvelles infections ont baissé de 77% en 2010 et 2021 et les décès liés au VIH-Sida ont également baissé de 72% au cours de la même période. Pour ce qui concerne la tuberculose, l'incidence a également chuté ces dernières années en passant de 186 pour 100 000 habitants en 2011 à 135 pour 100 000 habitants en 2020. Le succès thérapeutique s'est amélioré et se situe à 86%. En plus de ces 3 pathologies, ces financements ont aussi été dirigés vers le renforcement du système de santé en vue de sa résilience et contribuer à la lutte contre la COVID-19. Ces avancées sont le fruit d'un appui de plus de 602 milliards de francs CFA que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a réalisé en Côte d'Ivoire durant ces 20 dernières années. Pour cette 7e levée de fonds, il a été demandé aux pays donateurs d'augmenter de 15% le montant misé lors de leur dernière contribution en 2019. La Côte d'Ivoire a fait bien plus. Pour ma part, au nord de la Côte d'Ivoire, nous nous engageons à augmenter de 33% la contribution de la Côte d'Ivoire à la 6e reconstruction de 2019 à Lyon. En effet, la Côte d'Ivoire donc fait un don de 2 millions de dollars américains pour cette 7e reconstruction. Au terme de la conférence des donateurs, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a reçu des promesses de dons totalisant 14,25 milliards de dollars, soit plus de 9 000 milliards de francs CFA. Parlons de la couverture maladie universelle à présent. Le décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement prendra effet dans 6 mois. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse conjointe du ministre de la Santé, Pierre Demba, et de celui de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Patricia Omouetia.
En vue d'amplifier l'enrôlement des populations, le décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre dernier, prendra effet dans 6 mois, selon le ministre de la Santé. Je voudrais vraiment vous inviter à vous investir dans cette campagne pour que chacun aille se faire enrôler. C'est gratuit. Et pour le moment, comme nous avons commencé la sensibilisation, on va vous donner 6 mois. Mais après 6 mois, effectivement, on va être obligé de prendre des mesures coercitives pour que les Ivoiriens bougent un peu. Toujours selon Pierre Dimba, l'intérêt de ce décret est d'offrir une nouvelle opportunité aux populations pour se faire enrôler gratuitement et accroître le nombre des assurés. L'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir droit à des soins de santé de qualité. En Côte d'Ivoire, il y a autour de 3000 établissements qui existent, avec près de 2500 établissements de premier contact qui sont repartis dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la CMU est effective dans 1114 établissements en Côte d'Ivoire, à peu près la moitié. Et nous comptons donc accélérer le processus pour que la CMU soit effective partout en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a indiqué que plus de 3300 médicaments sont accessibles dans les centres CMU pour soigner 80% des pathologies. Chaque assuré paye 1000 francs par mois. Et s'il tombe malade, quand il va à l'hôpital, il paye 30% et la caisse à laquelle il paye mensuellement les 1000 francs, celle-là paye les 70%. C'est le principe de la solidarité. Notons qu'à ce jour, 3 500 000 personnes ont été enrôlées dans le cadre de la couverture maladie universelle. Plus de 3 400 000 cartes ont été produites. 2 400 000 cartes ont été distribuées. Au 31 août 2022, plus de 208 000 assurés ont été traités. La couverture maladie universelle a été instituée en 2014. Et on reste dans les couloirs de la santé. Je vous fais un point de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 1er octobre 2022 23 nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et 0 décès. À la date du 1er octobre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 258 cas confirmés, dont 86 379 personnes guéries, 826 décès et 53 cas actifs. Le 30 septembre 2022, 6 032 doses de vaccins ont été administrées. Dans l'enseignement supérieur, l'éducation-formation vue par les organisations syndicales et estudiantines, à l'initiative de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Ces organisations sont en réflexion à Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé l'ouverture de ces travaux. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo. Les organisations estudiantines de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro. Une rencontre pour réfléchir sur les mots qui minent leur secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, accompagné d'une forte délégation, prend part à ces travaux. Pour nous, c'est bon de revendiquer, mais c'est bon aussi de proposer. Et donc, nous, avec toutes ces grandes réformes que nos différentes tutelles annoncent, il est important que nous aussi, nous regroupons autour de ces réformes-là pour leur dire, voici ce qui va avoir problème, voici ce qui peut sauver l'école. L'élève ou le représentant des syndicats d'étudiants n'est pas l'ennemi de l'État. Mais il faut l'écouter, il faut donner tous les moyens, il faut les responsabiliser, de sorte à ce que dans ce partenariat-là, le gouvernement puisse, on va dire, remettre à jour ces réformes et surtout faire en sorte que les citoyens qui sortent puissent sortir avec plus de chances. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage la démarche des jeunes. Adama Diawara promet une écoute attentive aux résultats des travaux qui ressortiront en ce qui concerne son département. J'attends donc ce document avec beaucoup d'impatience. Et en ce moment, au niveau du ministère, nous allons analyser leurs propositions et ensuite nous aurons une réunion avec toutes ces structures étudiantines pour dégager les pistes qui peuvent être retenues et surtout pour faire en sorte que les propositions de solutions soient suivies de faits. Voilà. L'objectif, de toute façon, il faut le dire, c'est d'arriver à un protocole d'accord avec ces structures étudiantines pour qu'une paix définitive revienne sur nos campus.
Adama Diawara invite également les étudiants à éviter d'être manipulés et manipulateurs, à tourner le dos aux grèves et à privilégier le dialogue. Les participants à cet atelier réfléchissent également sur différents sous-thèmes, notamment l'analyse des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants et l'analyse des réformes du secteur éducation-formation. Et pendant qu'on parle des mots qui minent l'école ivoirienne, des solutions sont proposées par Berthé Zakaria, directeur de l'IPNET. Solutions consignées dans un livre dédicacé jeudi dernier à Cocody. Serge Pakomdidi, Kraskando. Gestion de l'école pour améliorer l'enseignement, apprentissage, théorie et pratique est l'intitulé de l'œuvre littéraire écrite par Berthé Zakaria, directeur de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique IPNET. Cette œuvre appelle à une amélioration dans la gestion des établissements de formation. Pour l'auteur, la formation d'un parcours pour une carrière d'enseignant ne suffit pas pour gérer un établissement, mais cela nécessite des compétences en management. Au terme de leur formation et au terme d'un certain nombre d'années d'expérience, les enseignants sont promus au poste de gestionnaire d'établissement. Le propos de ce livre, c'est de dire que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils aient des compétences de management pour administrer l'école. Parce que scientifiquement, il est établi que le management de l'école compte pour 25% dans la réussite scolaire. Donc s'il y a une rupture entre le management et ce qui se passe en classe, il va sans dire que les résultats seront toujours mauvais. Dans cette œuvre de 105 pages, l'auteur rend également hommage à Feu Ba Omer Suleiman, premier directeur général de l'IPNET de 1975 à 2000. Premier en Côte d'Ivoire à avoir expérimenté un dispositif de formation à distance. Vu la pertinence du sujet traité par l'auteur, enseignants, chefs d'établissement, responsables de structure ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de dédicace parrainée par le directeur général de la RTI. Cet ouvrage est un guide. Il est destiné aux directeurs des établissements de formation, mais pas seulement. Tout gestionnaire trouvera dans ce livre des instruments théoriques et pratiques pour améliorer sa pratique sans faire de jeu de mots. On se rend compte au fil des pages que conduire une équipe à la réalisation d'un projet, d'un objectif et atteindre des résultats nécessite les mêmes exigences et font appel aux mêmes compétences, qu'on ce soit dans l'environnement école ou l'environnement d'une entreprise. À travers son œuvre, Gestion de l'école pour améliorer l'enseignement, apprentissage, théorie et pratique, Berthé Zakaria préconise des techniques solides et palpables pour une meilleure gestion des établissements de formation indissociables au contexte d'enseignement et d'apprentissage. Autre volet de l'actualité, la deuxième journée de la 8e édition des JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat, a été marquée par une série de panels sur la transformation locale du cacao, notamment les opportunités pour le chocolat produit en Côte d'Ivoire. Le résumé de Jean-Louis Bango. C'est indéniable. Le cacao et ses produits dérivés attirent toujours du monde. Illustration avec cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Du chocolat chaud, servi et dégusté à volonté. Le coup, il y a du chocolat noir et on voit que le chocolat domine plus que le sucre en fait. J'ai ici un chocolat à base de lait, c'est-à-dire chocolat et lait. C'est pas très sucré, mais c'est très bon. C'est très bon. Du chocolat produit localement, savant mélange du savoir-faire ivoirien et des ingrédients du terroir. Ici, on a le chocolat au Soumara qui est le chouchou actuellement. Voilà, donc on a choisi le Soumara parce que c'est une saveur locale qui a des vertus sur la santé et tout. Donc on l'a associé avec du chocolat pour faire plaisir aux consommateurs. Lorsque les participants ou bien les visiteurs viennent, ils ressentent le vrai goût du cacao de Côte d'Ivoire. C'est ce qui les attire vers nos stands. Double intérêt pour ces jeunes visiteurs qui savourent les produits tout en renforçant leurs connaissances intellectuelles. Je suis venue ici pour voir comment le cacao se cultive. On a goûté des confitures, toutes sortes de choses. Je suis très fière, très fière. L'un des principaux artisans de cette fierté,
le Centre national de recherche agronomique, CNRA, qui met les résultats de ses recherches au service de la filière cacaoyère. Tout part de la recherche. Notre fameux cacao Mercedes, c'est le produit de la recherche. Nous sommes passés de 300 kg à l'hectare à 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui. CNRA a un programme spécial sur la transformation, programme dans lequel le cacao tient une place prépondérante. Au total, une cinquantaine de stands d'exposants, dont une dizaine de coopératives qui font découvrir au public tablettes de chocolat, poudre et beurre de cacao, liqueur de cacao et bien d'autres dérivés. Des coopératives qui ne se contentent plus de produire et vendre la fève brute, mais qui ont décidé d'apporter leurs contributions à la politique de transformation locale du cacao. On se rend à Yopougon à présent. Le conseil municipal a initié une formation à l'endroit des femmes et jeunes du quartier dénommé Nouveau Quartier. Au terme de cette formation, les bénéficiaires ont reçu des diplômes et des appuis au financement de leurs projets. Frédéric Oulaye, Franck Quadio. Yopougon Nouveau Quartier, le conseil municipal est aux côtés des populations vulnérables. Ces femmes et jeunes du quartier reçoivent dons en vivre et non vivre. De plus, pour les rendre autonomes, des formations en entrepreneuriat sont initiées en vue de faciliter leur prise en charge. Aujourd'hui, tous reçoivent leur attestation de fin de formation des mains du premier adjoint au maire. Nous voulons que le maire puisse nous aider à entreprendre, qu'il mette des fonds à la disposition des commerçants. Il faut qu'il y ait une caisse vraiment où on peut aller prendre un prêt pour pouvoir renforcer notre commerce. Ces formations d'entrepreneuriat et business plan pour la population commerciale sont financées par la mairie de Yopougon. Représentant Gilbert Konekafana, le premier adjoint au maire, a indiqué que le conseil municipal entend poursuivre l'action gouvernementale dans les ménages, surtout les plus faibles. Nos femmes dans les marchés qui se battent nuit et jour pour le meilleur de leurs enfants, qui se battent nuit et jour pour le développement économique de la commune de Yopougon, faire en sorte que ces femmes se sentent soutenues par le maire de la commune de Yopougon. Elles contribuent fortement à réduire la délinquance, à réduire l'insécurité, parce que par leur action, elles arrivent à soutenir leurs enfants, à faire en sorte que les enfants puissent avoir de bonnes études, à devenir des cadres de demain. Aux jeunes sans emploi, Issifou Koulibaly recommande la fréquentation de la maison des jeunes et du savoir en vue de bénéficier d'opportunités d'insertion. Pour rappel, la Maison des Jeunes et du Savoir de Yopougon a été financée par le conseil municipal avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones. Le coût du projet, plus de 900 millions de francs CFA. Résoudre les problèmes de mobilité que rencontrent les populations abidjanaises à travers les potentialités du transport lagunaire. C'est aussi la volonté des autorités ivoiriennes. L'ONSE, Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, a organisé une rencontre sur le sujet dont nous parle Dangui Dangui. L'activité de transport lagunaire évolue dans un cadre concurrentiel depuis déjà 5 ans. Avec l'entrée dans ce secteur de 2 sociétés privées sur ce marché que se partageaient jusque-là la société de transport abidjanais Sotra et les Pinas, détenues par les particuliers. Cette rencontre thématique sur la compétitivité du secteur du transport lagunaire à Abidjan a pour objectif d'analyser les points de satisfaction et d'imperfection de ce secteur en l'état actuel en vue de faire des propositions pour améliorer sa compétitivité. Nous, à l'ONSE, on est chargé de suivre l'évolution, la compétitivité des entreprises. Et c'est pourquoi nous voulons en savoir davantage pour voir aujourd'hui quel est le bilan de ce nouveau cadre opérationnel et quelles sont les perspectives. Votre concours est donc très attendu à travers d'analyses pertinentes afin d'ouvrir des pistes d'amélioration pour un secteur plus dynamique. À l'origine de cette rencontre thématique, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises est à la recherche de repères pour le suivi et évaluation du secteur du transport lagunaire à Abidjan. En 2020, les autorités ont estimé la demande de transport lagunaire à 225 000 voyageurs par jour contre une offre d'environ 109 000 passagers transportés par jour, dont plus de 50% assurés par les PINAS. On en vient à notre dossier. Les phares LED et xénon, ces phares dont la puissance va souvent au-delà de la norme font beaucoup de dégâts sur nos routes. Les phares automobiles, comment les utilise-t-on? Voici un sujet de Ami Sissoko qui interpelle.
voyez ça? Vous voyez? Comment il se comporte, non? Il n'a même pas baissé les phares. Des feux de route en plein visage comme ici, des fois dans les rétroviseurs. Une scène aujourd'hui banale sur les routes, en rase campagne comme en agglomération. Alors qu'il est rentré à Korogo, sur l'axe Bundiali-Korogo, cet automobiliste ébloui par les feux de route d'un véhicule a frôlé la mort. Un camion de 40 tonnes, en plein dépassement, m'a projeté tous ses phares en plein visage. Dans une débandade, j'ai même percuté 2 bœufs. Et le véhicule allait dans tous les sens. Et Dieu merci, je me suis retrouvé sur le côté. Les phares automobiles, ces projecteurs de lumière qui équipent les véhicules, assurent de nuit une bonne visibilité aux conducteurs. Ils contribuent ainsi à sa sécurité, à celle des passagers et des autres usagers de la route. La nuit, on roule avec les feux de route. Les feux de route éclairent sur 100 mètres et sont visibles à 1000 mètres. Donc c'est fort, c'est ébloui. Donc lorsque vous devez croiser un autre véhicule qui arrive en face, les feux de route là, vous les baissez et vous passez en feu de croisement qui éclaire moins, qui éclaire sur 30 mètres et visible à 300 mètres. Donc ce changement-là, on parle du code phare. Ça, ce sont les codes phares. Ces codes phares servent à voir plus loin que les feux de route. Parce que les feux de croisement, il y a des feux de croisement qu'on appelle les feux de route. Quand tu croises quelqu'un, tu abaisses. Tu roules réellement dans la bonne condition, il n'y a pas de problème. Exposés qu'ils sont au mauvais usage des phares par de nombreux conducteurs, les chauffeurs le sont également à une autre forme de nuisance visuelle. À la base de celle-ci, des phares de plus en plus puissants, des feux LED, xénon et autres. Les adeptes de ces nouveaux phares sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, aux grandes dames de nombreux usagers. C'est la nuit qui nous fatigue. Quand ils lancent code phare comme ça, tu ne vois pas bien. Il y a des fois même, tu es obligé même de cirer à côté. À Korogo, ce garage a fait de la pose des phares puissants sa spécialité. Au moins, par jour, tu peux recevoir au moins 10 à 5 personnes comme ça. Draman en fait partie. De nos jours, le goudron est noir là. Quand il n'y a pas les ampoules blanches comme ça, l'éclairage n'est pas trop suffisant. La nuit tombée, nous retrouvons Draman. Il est en plein test de ces nouveaux feux, xénon et LED. Il est plus que satisfait. Bon, avant, quand tu changeais comme ça, tout était noir. Hein? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et le blanc qui est dedans, là, ça éclaire plus encore. Je suis satisfait. Et les coins que je ne voyais pas quand je suis à la direction, ces phares-là, vraiment, j'arrive à recevoir tout. Comme lui, de nombreux conducteurs optent pour ce type de phares qui, en principe, ne doivent pas être utilisés ou dont l'usage est bien encadré en Côte d'Ivoire. Déjà, à vue d'œil, on voit que les deux ampoules sont pareilles. Les phares qui éblouissent ne sont pas conformes. Lorsqu'ils viennent, qu'on en trouve, on les refuse, on leur demande d'aller changer. Mais vous savez, quand ils sortent d'ici, ils seront fait des rajouts. Hein. Nous, on ne peut pas faire la police de route. Mais, quel que soit le type de phare utilisé, un élément essentiel est à respecter. Leur réglage. Voir et être vu la nuit, en temps de pluie, de brouillard, de poussière, de vent également, est essentiel pour la sécurité et réduit considérablement les risques d'accident. Pourquoi vous avez mis ça? Ça là? Je fais la nuit. Mais ça là, normalement là, ça gêne ceux qui viennent en face de vous. Où vous le voyez là? Ça veut dire qu'il est trop monté que les phares. Nous, on va les régler pour qu'ils soient au même niveau. Le phénomène des phares éblouissants et autres mauvais usages des feux ne touche pas que les engins à 4 roues et plus. Il y a également des engins à 2 et 3 roues. Selon le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 relatif au code de la route, seuls les phares jaunes et blancs et non éblouissants répondent aux normes. Il stipule en son article 47 ceci. L'usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des projecteurs anti-brouillard dans toutes circonstances où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Un décret qui ne mentionne aucune sanction en cas de non-respect. Nombreux sont donc les usagers qui souhaitent de la part des autorités compétentes plus de rigueur. Ce contrôle-là doit être permanent. Parce que les gens, ils font exprès la plupart du temps. Ils vous éblouissent juste pour vous mettre dans le décor, c'est tout. Si on peut sensibiliser tout le monde pour qu'on laisse les anti-brouillards et rouler avec les phares seulement, bon,
Je pense que ça peut aller. Pour mettre fin à l'incivisme sur les routes en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports a installé en 2021 des comités de lutte contre l'incivisme routier à Korogo, Boaké, à Bangouro et Daloa. À Korogo, le président du comité régional de la sécurité routière du Poro, le préfet de région André Ekponon, révèle que la question de la mauvaise utilisation des feux préoccupe le comité. À tous les automobilistes, à partir de la mi-octobre, nous allons faire un communiqué pour demander à la police et à la mairie de sensibiliser les automobilistes, les conducteurs de motos et de tricycles au respect du code de la route, au respect de la réglementation sur les phares, au respect du port du casque. Et à l'expiration de ce délai, des décisions vont être prises et la répression va commencer. Des phares vérifiés et bien utilisés, des phares défectueux rapidement remplacés, égale sécurité renforcée pour les usagers. Veiller à la bonne marche de son dispositif lumineux et à son bon usage, plus qu'une nécessité, est un impératif pour tout conducteur d'automobile. Et Lozère le rappelle si bien. Conduire, c'est accepter le code de la route. On parle d'un tout autre sujet à présent. Les journées culturelles ivoiriennes à Rabat au Maroc du 21 au 26 septembre dernier se sont achevées par plusieurs spectacles. Outre la danse Zaouli et les prestations des humoristes à Galawal et Wallace notamment, l'artiste musicien Kérosène a enflammé la salle du Théâtre national 5 de Rabat. C'est ce que nous apprend Issa Djonayo. Organisées par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, les journées culturelles ivoiriennes à Rabat ont tenu toutes leurs promesses. En plus du panel et de la journée porte ouverte à la représentation culturelle, le public a eu droit à un beau spectacle de Zaouli, venu d'Abidjan, fait sensation devant un parterre de personnalités dont l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au royaume chérifien, Idrissa Traoré. L'humour est également présent. Mesdames et messieurs, ils étaient là déjà pour une première prestation. Que nous dis-je pour une première prestation? La Côte d'Ivoire. Voilà des gens, ils ne prennent jamais rien au sérieux. Ils prennent rien au sérieux. Tu es dans un bus. Quand tu dis chauffeur, il y a des gens. Tu entends quelqu'un qui crie chauffeur, c'est rumeur. L'affiche de cette troisième édition de ces journées culturelles est Kérosène. L'artiste démontre qu'il est une valeur sûre la musique ivoirienne en ce moment. Il égrène plusieurs de ses titres, repris en chœur par les nombreux spectateurs du Théâtre national Mohamed V de Rabat. Un spectacle apprécié par les organisateurs et le public. Vous avez vu ce qui s'est passé, Kérosène a enflammé la salle et bien avant lui, il y a eu aussi le Zaouli qui nous a permis de vibrer au son du patrimoine culturel immatériel ivoirien. Cette prestation fut magnifique et ce spectacle fut fabuleux. Franchement, chapeau à l'ambassade de Côte d'Ivoire et aux représentants de la culture. Le spectacle était extraordinaire, c'était vraiment un spectacle magnifique. J'ai aimé les artistes marocains, ivoiriens. Franchement, j'adore le Maroc, j'adore la Côte d'Ivoire. Après le succès de cette troisième édition de ces journées culturelles, l'ambassade de Côte d'Ivoire donne rendez-vous aux spectateurs l'année prochaine à Rabat, au Maroc. Et dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, plusieurs grands axes de Ouagadougou, la capitale, étaient bloqués ce samedi par des militaires. Peu après, une rafale de tirs entendue dans le centre-ville par plusieurs témoins. Des manifestants ont tenté ce samedi d'incendier l'ambassade de France à Ouagadougou. L'Institut français à Bobo-Dioulasso a été pris pour cible et pareil a condamné fermement les violences. La situation restait confuse ce samedi soir dans le pays, au lendemain d'un putsch qui a renversé le chef de la junte, Paul-Henri Damimba.
Point final, excellente nuit à vous tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.